des artistes noirs d'Afrique, des Caraïbes et de la diaspora. Enfin, pour terminer cette petite introduction, le cœur de ce manifeste, être noir et vouloir appartenir à une communauté et à un projet politique révolutionnaire de libération qui s'inscrivent dans une pensée panafricaniste, anticapitaliste et radicalement afroféministe. Afroféministe, politique et révolutionnaire pour briser les structures d'exploitation économique, sociale et politique que sont le racisme, le patriarcat et le capitalisme. Gloria, ton micro est coupé. Voilà, parfait. Pardon. Du coup, maintenant, nous allons passer aux questions et à l'analyse de quelques passages. Donc, pour la première question, pensez-vous que le capitalisme pourrait aller de pair avec nos combats? Je vais laisser Sarah commencer. Comment dire? Écoutez, déjà, pour répondre globalement, je ne pense pas, mais ceci dit, c'est une réponse qui est à nuancer. Alors, je m'explique. Quand on parle du capitalisme, on parle quand même d'un système qui est fondé sur l'accumulation du capital, la surproduction pour avoir un sentiment et la création d'un sentiment de besoin, de plus, une nécessité de consommation. On parle aussi de l'aspect propriété privée, des moyens, de l'industrialisation des moyens de production. Et c'est cette philosophie économique qui en fait a mené à la déshumanisation de certains peuples, le nôtre, non, historiquement, la déshumanisation de certains peuples, c'est cette idéologie aussi qui a donc mené non seulement à l'esclavage, parce qu'il y avait un besoin de production en dehors de l'industrie, et ensuite à la colonisation. Donc, est-ce que la question, en fait, s'il faut la reformuler, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire anticolonial, on peut mener une lutte anticoloniale de déconstruction sans passer par déconstruire d'abord un système qui est prêt à faire tomber l'homme pour la production, pour l'économie et qui ne valorise pas l'être humain autant que la matière première, par exemple, et qui, au-delà de la colonisation, est à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, de la surexploitation des matières premières sur notre continent, et plus spécifiquement en RDC, parce qu'on sait qu'il y a une exploitation du coltan, de l'or, de différentes matières premières qui mènent à faire travailler des enfants, qui mènent à une situation chaotique à l'est du pays. Et puis, bon, dans d'autres zones, sur d'autres continents, on a cette recherche de matières premières qui a pris le pas également sur le respect de l'être humain, le respect des libertés, le respect des démocraties. Je pense ici notamment à la mort de Kadhafi. On sait tous aujourd'hui que le problème était un problème à la base politique et économique. C'était rien d'autre que ça, de la situation en Irak. Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu la réponse que j'ai envie d'amener, c'est est-ce que, je ne vais pas te donner ma réponse personnelle, mais je pense qu'il faut en tout cas penser les choses de cette façon-là. Est-ce que dans le cadre d'une lutte anticoloniale au sens large, est-ce qu'on n'a pas au moins à nuancer nos propos quant au capitalisme? Je ne suis pas en train ici d'enterrer tous ceux qui étudient à Solvay, attention, ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, je pense qu'il y a certaines valeurs du capitalisme avec lesquelles on ne peut pas être en accord
certains principes du capitalisme avec lesquels on ne peut pas être 100% en accord quand on est dans une lutte comme celle qu'on dit mener, encore que je ne sache pas exactement quelle est votre lutte à vous, quoi. Voilà, j'espère que j'ai bien lancé le débat. Oui, très bien. Alors, si vous voulez répondre, vous pouvez lever la main et allumer votre micro, ou sinon, vous pouvez aussi écrire votre question dans le chat à droite. Donc, n'hésitez pas. Je vois une main levée. Inès, tu peux allumer ton micro? Oui. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'était juste pour répondre, du coup, je réponds à la question. Pensez-vous que le capitalisme pourrait aller de pair avec nos combats? Non. Et moi, c'est un non formel, c'est pas un non nuancé, parce que je pense que le capitalisme ne peut pas exister s'il n'y a pas une population à exploiter. Et voilà, on sait qui est exploité, on sait comment je ne vais pas dire comment le capitalisme est né, mais l'esclavage, comme Sarah l'a dit, la colonisation, etc., dans ces contextes-là, vu les contextes de naissance du capitalisme tel qu'on le connaît, je ne pense pas qu'on puisse y adhérer, en fait, même par principe. Et je pense que ouais, il ne peut pas se faire sans la destruction des ressources humaines, donc l'exploitation, et la destruction de l'environnement. Et donc, je pense que non. La réponse, c'est ma réponse, et c'est non, en fait. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ton intervention. Quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire, Jonathan, donc on verra. Ouais. Le chat, il est où, le chat? Ah oui. Alors, j'ai une question de Jonathan. Dans le livre, il me semble qu'elle semble dire que le communisme et le socialisme peut être une alternative, pas dans le sens que nous devons nous adapter à ce système, mais plutôt l'adapter à nous. Qu'en pensez-vous? Afin de, par exemple, lutter contre l'individualisme en se focalisant sur le collectivisme. Est-ce qu'une personne souhaite répondre à cette intervention? Je vois une main levée. Binabi levé. C'est moi, t'inquiète. Ouais. Donc, voilà, par rapport à ce que je vais répondre un peu à la question, donc un peu à toutes les interventions qui ont été écoutées ou entendues. Donc, par rapport à John, c'est vrai qu'elle parle de ça, mais elle dit aussi que malheureusement, donc par rapport à Hayek, surtout par rapport à l'époque maintenant, ce qu'elle dit, c'est que ce que le socialisme a réussi à faire dans les luttes entre guillemets de colonisation et du prolétariat, c'est qu'elle a réussi à vraiment à créer des utopies en fait qui seraient entre guillemets donc des utopies qui permettraient justement aux politiciens de créer une unité en fait envers un peuple. C'est ça qu'elle dit vraiment, mais elle ne dit pas que le socialisme et le communisme, c'est vrai que, mais on pourrait l'adapter justement une sorte de collectif justement aux pays africains, en tout cas c'est ma vision des choses, qui n'ont peut-être pas été essayées par le passé, donc par exemple par rapport à l'environnement, par rapport justement à ne pas faire comme les Occidentaux, etc. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour ton intervention. Est-ce qu'une autre personne souhaite poursuivre? Non. Mais je pense que nous pourrons passer à la question suivante. Donc, je vais laisser Valentina la présenter. Alors, à la page 50, on a, ici un petit peu synthétisé,
vous parlez de politique de représentation lorsque vous analysez l'à peu près avec comme exemple Michelle Obama et Sibeth Ndiaye. Selon vous, que signifie une bonne représentation de la communauté dans la sphère publique? Donc voilà, je vous laisse la parole maintenant. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à lever la main et à allumer le micro ou bien l'écrire votre question dans le chat à droite. Oui, il y a une main levée. Il faudrait désactiver le micro. Enfin, réactiver le micro, pardon. Sauf si c'est une erreur. Bon, vu qu'il y a des timides, je vais un peu lancer. Donc, quand elle parle de papre, elle parle surtout de la définition, entre guillemets, néolibérale de la réussite des communautés. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à la réussite néolibérale? C'est vraiment que, voilà, une communauté donc reconnaît ses privilèges, comme elle le dit. Voilà, donc c'est reconnaître ses privilèges, puis avoir des alliés, être un allié, donc appartenir à un groupe social dominant, s'engageant à des actions pour justement soutenir des groupes opprimés, par exemple Oxfam, voilà. Aussi, il y a les politiques de représentation, donc comme je l'ai dit, donc cette politique, donc la politique de représentation, c'est vraiment promouvoir, donc célébrer la visibilité telle que Michelle Obama et Sibeth Ndiaye. Donc, pour répondre à la question, donc, est-ce que c'est une bonne représentation de la communauté dans la sphère publique? Non, maintenant, non, on ne peut plus dire ça parce que, en fait, par rapport à ça, on ne se base pas sur les choses essentielles qui sont, par exemple, la précarité dans la communauté noire. On va prendre le cas en Europe où les communautés, entre guillemets, les plus marginalisées, ce ne sont pas toujours les prolétariats, mais bien les communautés, entre guillemets, issues de l'immigration, telles que la communauté maghrébine, la communauté noire et consorts, quoi. Donc, pour moi, la réponse est non. Excusez-moi, comment on fait pour lever la main? Il y a un bouton lever la main ou c'est comme ça? Les participants, et puis après, il y aura lever la main. Ok. Ok, merci. Drusilla, je vois que tu as levé la main. Je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. En fait, moi, dans cette phrase, ce qui me frappe, c'est le mot bonne représentation, en fait. Et qu'est-ce que ce mot est censé dire? Qu'est-ce qu'on entend par bonne représentation? Est-ce que si on entend une personne qui, aux yeux de la société, paraît avoir réussi, si c'est ça être une bonne représentation, la définition d'une bonne représentation, c'est censé être quelqu'un qui, on va dire, a étudié, s'est distingué dans différents domaines qui sont, selon la société, des bons domaines. Genre, je me suis distinguée à l'école, je me suis distinguée en réussissant ma carrière musicale. Mais si on parle de bonne représentation en termes de valeurs, je pense qu'une bonne représentation pour notre communauté serait quelqu'un qui serait, comment dire, qui serait unapologetically, je ne sais pas comment dire ça en français, mais qui serait unapologetically noir en fait, qui serait clairement une personne qui ne renoncerait pas à son africanité ni à ses valeurs pour pouvoir justement avoir accès à ces modèles de réussite. Et donc du coup, je ne sais pas si pour moi, Michelle Obama et Sibeth Ndiaye sont vraiment des modèles, parce que genre en apparence, tu peux te dire oui, Michelle Obama ou Sibeth Ndiaye, ben, ce sont des femmes noires qui ont percé, entre guillemets, c'est censé être nos modèles, mais est-ce que ce sont vraiment des modèles atteignables pour nous? Est-ce que c'est vraiment ça à quoi est-ce qu'on doit aspirer? Parce qu'au final, leur réussite est quand même basée sur, ce sont des exceptions dans un modèle où la plupart des femmes noires ne vont pas réussir à atteindre ces niveaux-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et donc, du coup, je ne sais pas si c'est vraiment
des bonnes représentations pour moi. Voilà. Juste pour aider les modératrices, pour que vous sachiez distinguer entre moi et Curtis, moi je suis Binabi ULB sans la parenthèse animateur, parce que je lève ma main et je ne pense pas que vous remarquez que c'est moi en fait. Voilà. Harry, il n'y a pas animateur devant, c'est ça le problème. Oui, voilà. Non, mais dans les deux. Ah ok, il n'y a que moi qui vois ça. Ouais. C'est pareil en fait. Ah, ok, donc si je lève ma main, si vous voyez une main levée, c'est moi, c'est pas Curtis. Ça va. Ok. Mais si tu as du coup une intervention, je te laisse la parole. Moi, c'était juste pour rebondir sur un peu ce que disait Curtis. C'est que, bon, après avoir lu le livre, j'ai compris, moi, ma compréhension de la représentation, enfin, de l'importance de la représentation ici. Attends, je vais juste enlever pour lire la question. Donc, selon vous, que signifie une bonne représentation de la communauté dans la sphère publique? Pour moi, une bonne représentation. Avant, je me disais, oui, avoir une bonne représentation dans la sphère publique, c'est suffisant. Mais en y pensant un peu plus profondément, je me dis qu'effectivement, c'est pas assez suffisant dans le sens où si la vitrine est belle, mais qu'à l'intérieur, l'intérieur ne représente pas ce que la vitrine représente, c'est un peu chaud. Ce que je veux dire plus clairement, c'est que oui, on peut être représenté dans les médias, bien représenté, etc. Mais si au final, nos vies ne changent pas à nous, c'est pas nécessaire en fait. C'est pas que ça va être nécessaire, mais c'est pas utile. Et il faut que quand elle prenait l'exemple de Michelle Obama, c'est que elle vient quand même d'une certaine elle vient pas d'une certaine élite parce que bon, elle a aussi eu une vie difficile, mais c'est dans le sens où ça reste une minorité et il y a plein de comment on appelle ça, de choses, enfin, il y a un racisme structurel qui joue dans tout ça, qui fait que c'est pas si facile que ça, en fait. C'est pas si facile que ça d'atteindre de devenir une Michelle Obama, de devenir un Barack Obama ou quoi que ce soit. Et c'est ça, en fait. Donc, la représentation, c'est important, mais ce qui est le plus important encore, c'est justement le travail qu'il y a à faire derrière. Donc, je rebondis un peu sur ce que disait Curtis. Là, pour moi. Alors, Inès. Ah, oui, c'est Inès. Oui. Ce que je voulais dire, c'était que il y a une phrase qu'elle a dite dans le livre. Attendez, je l'ai sous les yeux, mais si je me rappelle bien, c'était du style au lieu de se réjouir qu'il y en ait un qui soit au sommet de l'échelle, il faudrait déjà questionner le fait de pourquoi il y a une échelle qui existe. Et je pense que pour répondre à cette question, moi, je trouve que il ne faut pas se demander si est-ce que c'est bien qu'il y ait des si bêtes, des Michelle Obama. Oui, ok, enfin, c'est bien pour la représentation en mode, voilà, comme ça, les enfants peuvent savoir que oui, c'est possible, je peux arriver là. Mais effectivement, il faut aussi questionner le fait qu'on ait encore cette conversation en mode, pourquoi on... Enfin, j'arrive pas à formuler ma pensée. Donc, ouais. Ensuite, il faut se demander effectivement, comme Drusilla l'a dit, c'est quoi une bonne représentation? Parce que, bon, je vais pas citer des noms, mais il y en a d'autres qui sont présentes et qui sont visibles et qui sont pas spécialement représentatives de qui que ce soit, en fait. Et donc, il y a plusieurs questions dans cette question et je sais pas. Cette question m'intrigue, en fait, mais je vais écouter les réponses des autres. On verra. Je crois que Valentina, tu parles, mais ton micro, il est éteint. Oui, voilà, merci. Sarah, je vois que ta main est levée. Oui. Oui, je te laisse la parole. Ouais, je voulais juste compléter un peu les réponses que j'ai trouvées super intéressantes par ailleurs. Donc, j'ai entendu
J'ai oublié ton nom. La première personne qui est intervenue. C'est mon... Waouh! Donc, non, la personne qui t'invite. Non, pas du tout, c'est pas toi. C'est pas toi. Elle a le nom de quelqu'un dans les Jeux de l'amour. Drusilla. Voilà, excuse-moi. Donc, tu as parlé de femmes noires qui ont percé et on a envie de s'interroger sur le fait de savoir si c'est vraiment ça qu'on veut comme représentation. Est-ce que c'est une représentation valable? Je voudrais à ce propos revenir donc sur, je trouvais qu'il y a une formulation, une phrase à la page 50 du livre qui est assez intéressante. Donc, je vais lire le passage. Donc, que ces personnes participent activement, donc ces personnes, on parle de Sibeth Ndiaye et de Michelle Obama, hein, que ces personnes participent activement à la destruction des communautés noires et à l'impérialisme occidental semble une donnée sacrifiée sur l'autel de la représentation compte. Entre guillemets, la représentation compte. Je trouve ça violent comme phrase et en même temps, je trouve que c'est assez intéressant dans le sens où on se rend compte que l'opinion ici de l'auteur, c'est que c'est pas du tout des représentations, c'est pas des représentations qui devraient être autant valorisées que ce qu'elles sont, parce que en fait, il s'agit ici de personnes qui sont mises comme qui sont vraiment présentées comme des exemples, comme des modèles, mais qui en même temps en fait participent à notre destruction, à la destruction de notre communauté, et surtout participe à faire grandir un système impérialiste contre lequel, a priori, nous luttons. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Je pense que ça peut permettre de compléter un peu la réflexion de toutes les personnes qui ont participé ici à répondre. Le deuxième élément aussi que je trouvais intéressant, c'est un peu de rebondir sur tout ce qui a été dit et parler de la représentation et de ce qu'on attend d'une représentation, en fait. Quels sont les objectifs? Est-ce que l'objectif ici d'une représentation dans le domaine public, dans la sphère publique, c'est de faire comprendre à une certaine jeunesse, à une communauté qu'elle est capable d'arriver à un certain grade, qu'elle est capable de faire ce que la société considère comme étant valorisable. Est-ce qu'on parle ici d'un objectif de plus de médiatisation, de déconstruction des préjugés via la représentation? Est-ce qu'on veut une représentation qui est beaucoup plus valorisante? Et alors, la question je pense que Inès n'arrivait pas à poser, c'est celle de savoir pourquoi certains profils sont valorisés, pourquoi est-ce qu'ils sont mis en parallèle avec d'autres profils moins valorisés, et que donc, en fait, quand on parle de représentation et de modèle, on va avoir tendance à présenter ces profils-là. Des gens typiquement, quand on parle de représentation de femmes noires, des modèles, on va parler de Michelle Obama. Voilà, parce qu'elle a fait telle étude, elle a été la première dame d'un certain pays. Enfin, pourquoi est-ce qu'on en est là? Et quand c'est pas ça, ça va être des avocats, des carriéristes, etc. Et ça démontre, à mon sens, aussi un autre combat qui est celui de la lutte des classes. Voilà. Et l'autre élément, et qui est le dernier sur lequel je voulais insister, c'est celui de la diversification et de la diversité aussi des personnes qui nous représentent, si toutefois elles peuvent nous représenter. Je pense que le gros problème aussi, c'est le problème du nombre. Une communauté ne peut pas être représentée par juste une personne ou une dizaine de personnes. La communauté afrodescendante, elle est hyper diversifiée. Elle est diversifiée sur plein de points au niveau intellectuel, au niveau des positions politiques. Tout le monde ne lutte pas ne mène pas des combats anticoloniaux. Il y a des impérialistes au sein de notre communauté. Il y a ceux qui vont lutter avec le Vlaams Belang et puis il y a les autres. Enfin, je veux dire, il y a de tout. Donc, est-ce que finalement, le problème de notre communauté, ce ne serait pas tout d'abord le fait qu'on n'a pas assez de représentants
que pour permettre ensuite une diversité des représentations qui serait déjà alors plus parlante et plus représentante, en fait, des modèles qui seraient plus représentants de notre diversité, parce que contrairement à ce que on veut faire croire, la communauté afrodescendante, c'est pas juste une seule identité et des gens qui font tout pareil, alias les préjugés et les stéréotypes, et qui se comportent que d'une certaine manière, qui viennent tous d'un continent qu'on prend pour un pays. Enfin, voilà, il y a beaucoup plus de richesse, et c'est peut-être cette richesse qui n'est pas représentée comme il faudrait. Voilà. Merci Sarah pour ton intervention. Je vais donner la parole à Gladys et ensuite on passera aux messages qui apparaissent dans le chat. Vous m'entendez? Oui. Ok, en fait, moi je voulais un peu rebondir sur ce que Sarah venait de dire, dans le sens où, pour moi, en fait, le problème, c'est qu'on a voulu ériger la représentation de façon beaucoup trop importante que ce que ça est, enfin, que ce que c'est en réalité, dans le sens où chaque personne qu'on va ériger en tant que représentant de toute une communauté noire, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des personnes individuelles avant tout, qui ont leur propre manière de penser, qui ont leurs propres valeurs. Et donc, au final, on ne peut pas toujours les blâmer de ne pas toujours répondre à nos attentes et de ne pas toujours correspondre à ce qu'on voudrait qu'elles soient. Ce qui veut donc dire que moi, ça fait déjà longtemps que j'ai abandonné cette idée de représentation en mode je dois absolument être charmer ou être absolument fanat d'une personne comme Michelle Obama ou quoi que ce soit, parce que même si j'aime bien la personne, ben, si jamais Michelle Obama elle prenait des positions qui seraient complètement à l'inverse des miennes ou de mes valeurs, ou que je ne me sentirais pas représentée par elle, ben, au final, je ne trouverais pas ça grave, parce que je me dirais, ben, elle a sa manière de penser, et puis voilà, passons. Tant que moi, je sais ce que je suis, tant que moi, je sais ce que représente mon africanité à mes yeux, eh ben, c'est tout ce qui compte. Et je pense qu'on doit arrêter de mettre sur un piédestal cette histoire de représentation, parce qu'au final, on ne sera jamais satisfait à 100% par rapport à ça. Et j'ai fini, hein, donc tu peux reprendre le micro. Merci Gladys pour ton intervention. Donc, on va continuer avec les messages dans le chat. Je vois que Cynthia nous dit « Je ne connais rien à la politique, j'avoue, je vais certainement dire des bêtises. Je ne sais pas comment on peut se sentir représenté par si bête. Il me semble qu'elle est en Europe depuis peu, a très vite accédé au poste qu'elle a vu, les connexions qu'elle... Ah, pardon. Très vite accéder au poste qu'elle a, vu les connexions qu'elle a. Je pense que ses parents sont riches. Donc, elle n'a jamais vécu la vie d'un noir immigré ou qui est né ici, qui a charbonné et a vécu le racisme. Pour se sentir représentée, il ne faut pas juste quelqu'un qui nous ressemble physiquement. Merci. Et Drusilla rajoute, cela me rappelle les débats sur Kamala Harris. Donc, à mon avis, tout le monde a suivi la présidentielle américaine, plus ou moins en tout cas. Et donc Kamala Harris, première vice-présidente noire, et en même temps a signé une loi qui a mis beaucoup d'Afro-Américains en prison. Donc, Drusilla doit nous donner encore le nom de la loi exacte, mais à mon avis, il ne s'agissait pas d'une loi mais, en tant que telle, mais c'était à son époque de procureur. Donc voilà. Et ensuite, Julia demande « Ma question, avocat du diable, alors mieux vaut pas de représentation mainstream du tout plutôt qu'une représentation imparfaite. Je pense que la représentation qu'on veut pourra difficilement être issue du système lui-même parce que le mythe de changer le système de l'intérieur ne fonctionne pas au final. » Donc, est-ce que vous voulez rebondir sur la question de Julia qui apparaît dans le chat? Donc, vous l'avez sous les yeux normalement. Oui, Inès. J'ai pas vraiment de réponse. Est-ce qu'il vaut mieux pas de représentation ou une représentation imparfaite? Je ne sais pas. Par contre, c'est juste un truc qui m'a marqué dans la question, c'est la représentation qu'on veut. Bah, le on, il est quand même large, donc il n'y a pas de groupe homogène en mode la communauté noire veut un seul truc et ce truc, c'est ça. Enfin,
ça n'existe pas. Donc, voilà, des Cibètes, il y a probablement des gens qui s'identifient à elle, probablement des gens qui s'identifient à Michelle Obama et à Sita Kanko, grand bien leur face. Il n'y a pas une représentation qu'on veut et une qu'on ne veut pas. C'est pas ça non plus qu'on dit. Mais c'est juste qu'il faut arrêter de croire que parce qu'il y a une noire dans une position de pouvoir, du coup, voilà, elle parle pour tout le monde. Non. Sibeth Ndiaye ou je ne sais pas qui, elle ne parle pas pour moi, du coup. Donc moi, je ne me sens pas représentée par elle du tout. Et aussi, le débat sur la représentation, je trouve qu'il occulte, comme l'auteur l'a dit, il occulte ce que ces gens font vraiment là. C'est-à-dire qu'on va vous mettre un noir, vous allez applaudir, vous êtes content, comme pour Kamala Harris, vous êtes content. Ah voilà, il y a un noir en position de pouvoir et tout et tout. Et pour l'instant, ça veut dire, en fait, fermez-la, maintenant vous êtes content, vous avez votre représentant, maintenant on va faire un peu ce qu'on veut. Donc, c'est un peu piégeux, on va dire. Et donc voilà, c'est un peu ma réponse qui n'en est pas une. Merci Inès. Drusilla a modifié un peu son message. Donc, en tant que procureure, elle avait condamné, donc Kamala Harris, avait condamné énormément de personnes pour possession légère de cannabis, majoritairement des personnes afro-américaines. Donc voilà pour la petite précision. Je vais laisser la parole à Arilson. Ouais, moi, c'est juste pour ajouter qu'effectivement, le débat est à nuancer dans le sens où la représentation, c'est pas le combat le plus important, mais c'est quand même un combat qui est nécessaire dans le sens où, à partir du moment où on donne l'espace à certaines communautés minoritaires, en tout cas, et particulièrement aux afrodescendants, même si on n'est pas monolithique en soi, le fait de donner l'espace à une personne, même si elle a son opinion et que cette opinion-là n'est pas acceptée par tous les Noirs, n'est pas, voilà, ça permet toujours d'ouvrir la porte à d'autres et au plus il y a de représentation, au plus on a de chances de pouvoir avoir une diversité de représentation de minorités. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il y a une Assita Kanko, mais tu peux aussi avoir une autre personne qui est dans un autre parti et qui te représente aussi. Donc, Assita Kanko, bon, là, je vais vraiment faire l'avocat du diable. Assita Kanko, on ne l'aime pas tous généralement, mais peut-être qu'il y a certains Noirs qui vont regarder Assita Kanko, ils vont dire, ah, moi, je me reconnais en elle, je me reconnais dans ses idées. Et donc, c'est toujours important d'avoir ce genre de choses parce que, voilà, je sais pas, je me dis que, si la représentation, effectivement, c'est pas le combat le plus important, mais c'est quand même quelque chose qui joue dans notre identité, en fait. On en a besoin. Ouais. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, Gloria, je te laisse la parole. Merci pour toutes vos interventions. C'était vraiment très passionnant. Nous allons maintenant passer à la question suivante. Donc, à la page 35, l'auteur va évoquer le fait qu'on soit plus informé sur les luttes antiracistes aux USA plutôt que dans les pays dans lesquels on vit, à savoir la France, mais aussi la Belgique, puisque le cas est similaire. Pourquoi, selon vous? Alors, je vois que Harrison, non, oula, attendez. Drusilla, tu as levé ta main? Oui, j'ai levé ma main. Pour moi, c'est assez logique parce que aux États-Unis, ce sont des afro-descendants, donc qui sont une communauté qui sont vraiment basés sur leur couleur de peau. Alors qu'en France et en Belgique, je pense que nos luttes sont aussi antiracistes, mais elles sont aussi tout ce qui est décolonial et tout. Bon, en Belgique, même s'il n'y a pas que des Belges, il y a beaucoup plus de... Enfin, il n'y a pas que des Congolais, mais il y a beaucoup plus de Congolais, donc on va dire que c'est déjà un peu plus unifié. Mais en France, il y a beaucoup d'origines différentes. Et je pense que les gens s'identifient aussi par rapport à leur nationalité que par rapport à la couleur de peau, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment la couleur de peau noire. Et du coup, leurs luttes se sont fondées sur leur couleur de peau et sur le fait qu'ils étaient discriminés parce qu'ils étaient noirs. Et rien que parce qu'ils étaient noirs, pas parce qu'ils étaient noirs et congolais, noirs et sénégalais, etc. Et donc, je pense que comme leur message était plus, on va dire, unifié, c'est beaucoup plus simple d'y avoir accès. Et
Ouais, moi, je pense que c'est aussi pour ça. C'est parce que je pense qu'en tant que communauté, on est une communauté noire, certes, mais genre, dans la communauté, il y a beaucoup de subdivisions parce que comme on connaît nos origines et ce genre de choses, voilà, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Alors, je vois que Curtis a sa main levée. Donc, je reprends un peu ce que Drusilla a dit, c'est entièrement vrai. C'est vrai que, voilà, les États-Unis, bon, voilà, c'est un peu ma communauté, vu que je suis moitié américain. Donc, il y a une communauté qui est noire, qui est unique, entre guillemets, et ici, il y a une communauté qui est plus hétérogène. Donc, ici, comme elle a dit Drusilla, on met peut-être plus l'importance sur les nationalités, par exemple congolais, rwandais, camerounais, etc. Aussi, ce qui se passe, c'est que les États-Unis et enfin, je vais surtout parler entre la Belgique, la France et les États-Unis et un peu plus la France, il y a une médiatisation qui est beaucoup plus grande qu'en Belgique, une médiatisation voilà, où on rapporte tout et un peu n'importe quoi, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens de la médiatisation. Et je pense qu'aussi, il y a une violence parce que les États-Unis a une culture de la violence qui est comment dire, inégalable, on ne va pas se mentir, et qui, je pense, qui va plus toucher les communautés noires qui se trouvent ici parce que c'est quelque chose que tu ne verrais presque jamais ici. Par exemple, on va prendre le cas de George Floyd, il y aura presque jamais, à part ces derniers temps, presque jamais, on va jamais voir une vidéo d'une personne qui se fait tuer en face de toi, quoi. C'est pour ça que peut-être on est déjà on est plus informé et entre guillemets plus militant sur les combats des États-Unis. Et aussi, bon, je vais un peu comparer la Belgique et la France. La France, on en sait aussi un peu plus parce qu'il y a aussi une plus forte médiatisation et une plus grande politisation, politisation entre guillemets, des combats. Donc, on va voir des débats en télévision. En Belgique, tu vas presque jamais voir ça. C'est presque impossible. Et c'est dû, entre guillemets, un peu à la culture belge et à la culture française. Donc, voilà. Gloria, ton micro. Ah oui, voilà. Du coup, merci Curtis. J'ai vu que Harrison a levé sa main. Tu peux allumer ton micro. Oui. Moi, c'était pour revenir. Donc, c'était pour dire que effectivement, donc il y a cette influence de l'Amérique, enfin, des combats afro-américains ici en Europe. Et moi, je pense que c'est encore une fois la représentation. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est l'histoire des Afro-Américains. Donc, voilà, apprendre Martin Luther King, Malcolm X et toute la lutte pour les droits civiques, etc. Et beaucoup d'entre nous, moi j'avais découvert ma première année au Binabi, c'est là que j'ai découvert que beaucoup n'ont pas appris à l'école la colonisation au Congo, par exemple. Là, je prends l'exemple de la Belgique. Et, et, euh, et donc c'était dans un café littéraire aussi, mon premier café littéraire, donc à l'époque de Sarah Kawaya. C'est là que j'avais appris que ouais, non, c'était même pas obligatoire à l'école. Donc il y a l'enseignement qui fait que voilà, il y a une omission dans les écoles pour nous apprendre un peu notre histoire et pour qu'on puisse s'identifier à notre histoire. Le fait que voilà, l'Amérique, c'est un grand, enfin les États-Unis, c'est un grand pays qui a une grande influence sur le monde en général, donc avec Hollywood, etc., etc. Et du coup, ils ont même dans leur combat, même dans le vocabulaire qu'on va utiliser ici sur tout ce qui concerne le racisme et tout, même des concepts, on va reprendre des concepts américains, on va reprendre, parce qu'il y a euh, c'est en fait l'Amérique qui est la plus grande puissance du monde qui joue et le fait que voilà, il y a un problème d'identification et on va s'identifier aux Afro-Américains parce que quand on regarde la télé, on voit les Américains, tu vas regarder tes séries, tu vois les Américains. Donc leur combat, tu te noies dedans en fait. Et c'est pour ça qu'il va se passer quelque chose en Afrique et on n'aura pas la même réaction alors que c'est peut-être pire. Bon,
va pas commencer à faire des Star Academy des combats, mais dans le sens où le fait comment on dit, d'être exposé plus à ce qui se passe en Amérique, tu vas beaucoup plus facilement t'identifier et on se retrouve tous dedans en fait. Donc on va vraiment porter un combat, on va être avec eux, alors que eux, ils n'auront pas forcément ça. Tu vois, les Américains, ils vivent dans une bulle, c'est-à-dire qu'il y a l'Amérique et nous, on est très, enfin voilà, on va prendre leur combat et on va en faire le nôtre. Et je suis dedans, je me prends dedans aussi. Hein. J'étais aussi à la manifestation Black Lives Matter et tout ça, mais c'est vraiment c'est un constat que j'ai fait. Merci beaucoup. Alors, il y a Inès, il me semble. Oui, mais j'ai baissé ma main parce que... Ok, pas de souci, je voyais Sarah alors qui a levé sa main. Oui, je voulais juste ajouter qu'il y a un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que les histoires sont aussi très, très différentes. Enfin, on en a parlé différemment. Donc, vous avez soulevé le fait qu'il y avait des communautés multiples en Europe, principalement ici en Belgique et en France. C'est pas allez, c'est les anciens, les descendants des colonisés, en fait, qui maintenant nous, en fait, et on n'a pas tous les mêmes origines, c'est peut-être ça, effectivement, mais j'ai envie de dire aussi qu'on a aussi une histoire très, très différente de l'autre continent en termes de colonisation, parce que les Afro-Américains, ils ne sont pas Afro-Américains du fait d'une colonisation, ils sont Afro-Américains du fait de l'esclavage. Les maîtres ont voulu leur faire oublier aussi leurs origines, on a voulu effacer leur passé, et ça, pour beaucoup, ça a fonctionné. Certains, une grande partie, ne savent pas d'où ils viennent. Ne savent pas d'où ils viennent en Afrique, hein, du moins, et donc ne savent pas. On est tous au courant de cette mode qu'il y a eu il y a quelques années, qui consistait à rechercher à travers un test ADN d'où ils étaient originaires. Donc voilà, il y a quand même cette question qui est quand même c'est une perte de richesse monumentale, et donc pour retrouver ça aussi, on a besoin. Il y a un besoin très différent d'une autre peut-être. Alors, en dehors de l'aspect de l'enseignement qu'a soulevé Harrison, je pense que justement la cause du fait que là-bas il y a eu des luttes beaucoup plus tôt pour l'enseignement, c'est aussi le fait que le racisme est vécu différemment. Là-bas, le racisme il est vécu en symbiose avec le colorisme. C'est pas le même racisme structurel et assez hypocrite que celui que nous, on va vivre ici, et qui voudrait nous faire croire que notre couleur de peau n'a pas d'importance. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez. Là-bas, c'est dans les mœurs, quoi. Je veux dire, on le sait, quoi. Maria Carey est noire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est important, c'est vraiment important là-bas de savoir qu'on a un ancêtre noir quelque part, ce qui me fait penser d'ailleurs un peu aux Antilles, hein, et au dom-tom. Donc, mais bref, l'élément sur lequel je voulais insister, c'est que donc on va avoir une façon d'envisager cette histoire différemment, parce qu'on a d'un côté une population qui est là sans savoir vers où elle pourrait se retourner. Aux États-Unis, on a des Afro-Américains qui sont là définitivement, en fait. C'est leur pays, quoi. Alors que nous, ici, dans notre communauté, peut-être un peu moins avec notre génération, mais pour la génération des premières immigrations, qui est à l'origine des immigrations principalement liées aux études, ou alors aussi des immigrations liées aux oppositions politiques, ça on a beaucoup eu aussi. Mais c'était souvent des immigrations, celles de nos parents ou de nos grands-parents, avec pour objectif de retourner vers une terre qui est la sienne. On va rarement voir l'un de nos parents nous dire « Ah, mais moi, je suis venue en Belgique, et la Belgique, c'est mon pays. » quoi. Non, en fait, nos parents savent d'où ils viennent. Les Congolais savent qu'ils viennent du Congo. Même nous, voilà, on a beau être nés ici pour la plupart d'entre nous. On est nés ici, on a peut-être été au Congo quelques fois ou plus souvent, mais en tout cas, ce n'est pas l'endroit où on a vécu principalement pour certains d'entre nous. Mais
on va quand même s'identifier comme étant d'origine congolaise. On n'est pas des Afro-Belges. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, si je m'exprime bien. Mais donc, oui, c'est clair. Voilà, il y a une immigration pour nous qui n'est pas définitive et qui peut-être en fait engendre un moindre besoin de revendiquer une certaine histoire, de revendiquer certains faits, de revendiquer une lutte antiraciste parce que c'était pas une immigration destinée à s'éterniser. Et alors, ça peut expliquer effectivement aussi que notre génération aujourd'hui est beaucoup plus revendicative parce que justement, c'est pour la plupart d'entre nous le pays qu'on connaît et de vous à moi, même si on entend beaucoup ça serait bien de retourner chez nous, en fait la Belgique c'est souvent chez nous finalement, et ça fait peut-être mal à certains, ça fait mal à l'ego de devoir le dire parce qu'en fait c'est un chez nous où on n'est pas très bien accepté et où on se sent pas très à sa place, donc ça fait mal de devoir le dire, mais c'est chez nous quand même quoi. Et c'est peut-être même le seul chez nous pour certains qu'on connaisse. Donc, il y a maintenant ces revendications qu'on entend de plus en plus qui sont liées, à mon avis, à ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais passer au chat. J'ai vu que Jonathan a écrit « On a tout de même vu la négritude en cours avec Césaire et Senghor ». Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter ce propos. Ou sinon, il y a aussi... Pardon? Oui, moi, certains l'ont vu, mais moi, personnellement, j'avais vu en cours, mais c'est pas obligatoire, en fait. Donc, c'est-à-dire que si un professeur ne veut pas te l'enseigner, il te l'enseigne pas. Moi, Césaire, encore une fois, c'était le premier café littéraire de Bilabi que j'ai connu Césaire. Moi, je connaissais pas Césaire avant le Bilabi. Et encore, moi, j'ai encore eu la chance que mon professeur nous ait donné des cours concernant la colonisation. Et plusieurs cours, il nous a même montré le discours de Lumumba, etc. Mais il y a énormément de gens qui n'ont pas... Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai été choqué. C'est que c'est chaud, en fait. Donc, ouais, si t'es chanceux, voilà, mais si t'es pas chanceux... Et je vois dans le chat que beaucoup de gens disent... Oui, il y a plusieurs personnes aussi. Ouais. Mais Jonathan, t'inquiète, hein, on est très nombreux moi, comme j'avais été enseigné, je pensais que voilà, c'était tout le monde prenait la même chose. Maintenant, en fait, c'est vraiment pas obligatoire. Je pense que c'est aussi pareil pour le cas du Congo, en fait. Comme c'est pas inscrit dans le programme, chaque prof choisit, en fait, de le mettre ou pas dans le cours. Du coup, ça dépend de chaque classe, quoi. Et il y a Valentina aussi qui a voulu prendre la parole. Oui, je voulais juste rajouter que, en fait, comme Harrison l'a dit, les États-Unis, c'est quand même la première puissance au monde. Donc, on va souvent les mettre en avant, rien que, par exemple, avec les élections américaines, c'était partout, c'était vraiment partout, c'était sur eux que tous les regards étaient figés. Et ensuite, on a aussi le American culture. Donc, c'est vraiment la culture qui va dominer avec la musique, le style vestimentaire et tout ça. Et je pense que ça joue dans le fait qu'on soit beaucoup plus informé sur ce qui va se passer chez eux plutôt que chez nous. Parce que les violences policières, il y en a beaucoup en Europe, en Belgique, il y en a beaucoup. C'est juste que les affaires sont beaucoup plus étouffées et on le voit moins que chez les Américains où c'est plus apparent en fait. Et je voulais aussi rebondir sur ce qui se dit dans le chat. C'est vraiment dommage aussi qu'on n'ait pas l'occasion d'en apprendre sur tout ce qui est colonisation. En général, c'est soit on ne va pas du tout le voir comme je vois avec la négritude de Césaire et Senghor. Je remarque aussi que dans nos propres pays, par exemple, moi j'ai grandi au Sénégal et j'étais certes au lycée français, mais dans notre propre pays, on ne va pas forcément nous enseigner tout ça. Donc on va avoir une légère partie qui ne va pas présenter les aspects importants ou tous les aspects en fait. Et c'est vraiment dommage, même sur nos propres terres, quoi. Merci beaucoup pour ton intervention.
J'ai vu que Sarah, tu as la main levée. Tu voulais encore compléter ces propos? Non, j'ai juste oublié de baisser la main, je pense. Pas de souci, pas de Désolée. souci. En tout cas, c'était très passionnant. On va passer à la question suivante. C'est plutôt une analyse de passage. Je vais laisser Valentina poursuivre. Alors, donc à la page 54, plutôt que l'énergie dépensée contre le plafond de verre, alors attendez parce qu'en fait j'ai plein de choses qui bloquent la question. Donc plutôt que l'énergie dépensée contre le plafond de verre, nous devons investir nos forces politiques sur le plancher collant. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Avant de vous donner la parole, je vais juste rappeler un peu ce que c'est que le plafond de verre selon Fania Noël Thomasin. Donc, ce sera en fait une petite poignée d'élus dans la communauté noire, donc les personnes qui vont atteindre une certaine place dans la société. Et le plancher collant, eh ben, ça représenterait le prolétariat, pardon. Donc, les autres, entre guillemets. Donc voilà, je vous laisse maintenant la parole. Alors Inès, oui. Non, je pense que ça rejoint un peu la question précédente sur la représentation, dans le sens où, moi, pour répondre à la question, êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Oui. Et je suis d'accord parce que on ne peut pas célébrer, en fait, on ne peut pas célébrer un réussit. Non, on va célébrer quand il y en a un de nous qui réussit. Donc, voilà. On peut célébrer qu'il y en a un de nous qui réussit, mais il faut aussi se concentrer sur tous ceux qui, en fait, tout le reste, en fait, parce que le reste, c'est une réalité beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de gens qui galèrent même à survivre qu'il n'y a de gens qui sont confrontés au problème d'être embauchés parce que, voilà, on veut les embaucher en dessous de leur master. Il y en a combien qui ont des masters? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut se concentrer, en fait, sur les deux, évidemment, mais je trouve qu'elle a assez bien formulé, en fait, qu'effectivement, le plancher collant est un vrai problème. Comment ça se fait que tu arrives dans un hôtel, c'est que des femmes noires qui sont là, elles ont peut-être 60 ans, elles sont courbées en train de nettoyer des chambres, elles sont en train de nettoyer des WC, etc. Enfin voilà. Et cette réalité-là, elle est tout aussi importante et il faut aussi se concentrer dessus et pas que sur le fait que voilà, oh mon Dieu, j'ai un master et on veut me faire du secrétariat. Enfin oui, c'est aussi un problème, mais je trouve qu'elle a bien formulé, donc je suis assez d'accord avec son affirmation en fait. Voilà. Merci Inès. Arilson? Ouais, pour rebondir un peu sur ce que dit Inès, je prends par exemple l'exemple, il y a des femmes en France, des mamans quand même qui ont justement une soixantaine d'années, etc., qui luttent depuis plus d'un an et demi contre l'exploitation dans l'hôtel de l'hôtel dans lequel ils travaillent. C'est pour la plupart des femmes afrodescendantes, enfin afrodescendantes africaines même, je dirais. Elles sont là personne ne calcule leur combat alors que ça fait un an et demi qu'elles combattent. Et je suis sûr que s'il y avait tout cet élan qu'on a eu pour d'autres combats et que l'on se concentrait un peu sur leur combat, qu'on les aidait un peu et peut-être on mettait un peu plus de lumière, elles auraient peut-être avancé dans leur, euh, dans leur combat, un peu comme les Gilets jaunes en fait. Mais c'est juste que, enfin, voilà, je sais pas, il manque un peu justement ce genre de... Et c'est vrai qu'on se concentre parfois un peu trop sur le plafond que sur le plancher. Mais je pense qu'il faudrait quand même ne pas, comment, ne pas en faire comment dire, genre, le plafond, après, il faut pas, quand les personnes arrivent au plafond, ne pas les stigmatiser, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas en faire des ennemis ou bien des gens qui sont, voilà, qui sont contre nous, justement. Essayer le plus important, c'est d'essayer d'emmener tout le monde vers le plafond et de ne pas, quand tu arrives au plafond, de ne pas devenir, de ne pas en faire des gens qui ne sont pas
enfin, parce qu'on ne connaît pas l'histoire des gens, en fait, on ne sait pas d'où ils viennent, d'où ils ont commencé. Donc parfois, on a tendance trop, dès qu'une personne arrive à un certain niveau, d'oublier peut-être que la personne vient aussi du plancher, en fait. Donc, essayer de mettre tout le monde, de voir l'évolution de chacun, en fait. Voilà, voilà. Merci Arilson. Drusilla. Oui, moi je suis d'accord avec Inès pour dire que cette phrase était vraiment bien formulée parce que c'est vraiment une question d'énergie dépensée en fait. Genre, on veut tellement, chacun en tant qu'individu, mettre toutes ses forces pour atteindre ce plafond de verre en fait. C'est vraiment quelque chose, je vous dis, c'est aussi à cause de la société dans laquelle on vit, on nous pousse beaucoup à être dans l'individuel et se dire oui, moi je vais percer, moi je vais y arriver. Et du coup, chacun de son côté essaye d'atteindre ce plafond. Et oui, effectivement, si tout le monde se mettait ensemble et pouvait construire un projet où tout le monde aurait, on va dire, le nécessaire plutôt qu'une personne soit capable d'atteindre des sommets, mais c'est une question de mentalité. Après, comme Harrison a dit, c'est comme ça, il y a des gens qui atteignent le plafond de verre et c'est pour ça qu'on veut les stigmatiser, on se dit, oh voilà, il a oublié d'où il venait. Et je pense aussi qu'il ne faut pas tomber dans un cliché où on dénigre toutes les personnes qui ont l'ambition, qui réussissent par miracle ou par des opportunités qu'il a pu saisir, parce que je pense que on a beau vouloir être dans la solidarité et tout, si quelqu'un a une opportunité de percer, il va la prendre, c'est humain. Surtout, moi personnellement, en tant que femme noire, on me donne un emploi dans un endroit où je pourrais jamais accéder, j'ai pas refusé, voilà, je vais accepter, mais il faut avoir conscience, c'est vrai que genre, en fait, il faut se déconstruire par rapport à ce plafond de verre et arrêter de l'idolâtrer d'un côté, même si de l'autre, c'est attirant parce qu'on se dit que on va pouvoir, au moins, moi, je vais réussir à me dépasser et à me détacher de ce qu'on empêche d'avoir, quoi. Mais ouais, c'est tellement vrai. Enfin, si tout le monde pouvait prendre l'énergie qu'on dépensait pour essayer d'atteindre les standards qu'on essaie de nous mettre pour pouvoir créer nos propres standards et être collectif et indépendant, ben c'est... Merci Drusilla pour ton intervention. Je repasse la parole à Gloria et on passe à la suite. Ouais, merci. Donc voilà, là c'est la dernière question pour cette partie. Que signifie le Black Love selon vous? Peut-on promouvoir le Black Love, en être adepte et être en couple avec une personne non noire? N'est-ce pas contradictoire? La parole est à vous. Drusilla, je vois que tu as la main levée. À la base, j'avais oublié de... Ok. Mais je peux répondre ensemble. Ouais. Moi, je trouve que... En fait, moi, je trouve que dans Black Love, faut faire attention parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parce qu'en général, quand on parle de Black Love, de quel... Drusilla, on t'entend pas. Oui, oui, j'ai bugué. Mon Internet est un peu... Proximus, ce n'est pas facile. Mais donc, je disais... de quel Black Love on parle? Est-ce que c'est un Black Love qui est toujours teinté de colorisme, etc. Donc moi, le Black Love, je trouve que c'est un idéal, mais on se connaît, on se sait. Les gens sont là, oui, Black Love, Black Love, Black Love, mais en vérité, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut dans Black Love. Est-ce que par Black Love, je veux dire, oui, j'aime mon africanité, j'aime être noire, j'aime être une personne noire? Ou est-ce que ton Black Love, c'est un token pour montrer que oui, moi je suis noire, moi je suis déconstruit, alors je vais me mettre avec une fille noire, mais au fond, c'est de la com. Enfin, parce que moi, je ne veux pas citer de nom, mais je vois des gens qui se prétendent être dans le Black Love et tout, mais au final, c'est que de la com. Donc moi, je trouve que le Black Love, on peut en être adepte. D'ailleurs, moi, je trouve qu'on peut être en couple avec une personne non noire et être adepte du Black Love, parce que quand tu aimes une femme, quand tu aimes les femmes noires, tu n'es pas obligé non plus de faire du forcing et d'être qu'avec des femmes noires tout le temps. Alors que quelqu'un qui veut vraiment prendre ça comme token en mode mais si, moi j'ai déconstruit, regarde, il va vouloir absolument être avec des femmes noires, mais c'est ça pas réellement parce qu'il aime la femme noire, mais c'est parce qu'il voudrait être absolument vouloir montrer qu'il est déconstruit, quoi. Donc moi je trouve que on peut en être adepte tout en n'étant pas avec une personne noire, et je trouve que le Black Love au final, ça ne doit pas être un truc vide de sens, c'est juste pour dire je suis avec quelqu'un de noir. Voilà, je ne sais pas si c'était compréhensible ce que j'ai dit. Si, merci beaucoup.
Curtis? Donc, merci. Donc, par rapport au Black Love, comme a dit Drusilla, il y a une hypocrisie un peu dans la communication, etc. Mais aussi, il faut comprendre aussi d'où vient le concept du Black Love. Il vient encore des États-Unis. Donc voilà, le Black Love, en fait, quand il venait des États-Unis, c'était pour justement, à l'époque des mouvements civiques, pour justement redéfinir une période qui avait été sabotée, entre guillemets sabotée, c'est, en tout cas dans la conception libérale, c'est le mariage. Le mariage. Ensuite, il y a eu les Black Panthers qui sont venus en disant, voilà, que le Black Love était quelque chose de spirituel, c'est-à-dire que c'était de s'aimer, entre guillemets, mais en tant que noir par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, il faut savoir que, comme vous savez, donc l'homme noir, il y avait des stéréotypes, que l'homme noir ne devait pas s'aimer, que tout était blanc autour de lui, et lui aussi il l'était, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant un policier ou un blanc. Et justement, cette philosophie du Black Love a vraiment été ramenée par les Black Panthers pour dire justement, c'est un peu le noir est fier. Donc, quand j'entends ici, comme a dit Drusilla, que se mettre avec une personne noire, c'est faire partie du Black Love, ça n'a pas vraiment de sens parce on peut faire partie du Black Love, selon moi, en étant marié avec une personne non noire, tout en étant conscient de ce que l'on est et de ce qu'il y a autour de nous, quoi. Voilà, pour moi. Merci beaucoup. Aridson? Ouais, moi, c'était juste pour dire que pour moi, c'est un concept hypocrite, mais nécessaire. Donc, c'est-à-dire que effectivement, ça peut, enfin, crier Black Love tout partout, etc. Ça peut paraître, oui, c'est clairement que de la com, etc. Mais si si ça peut permettre à certains d'être conscientisés sur le colorisme, sur le fétichisme, etc. Parce qu'il y a plein de termes comme ça qu'avant, ce concept, j'aurais pas personnellement, j'aurais pas compris en fait. Et maintenant, je comprends mieux et je me dis, ok, c'est normal parce que, on l'a vu, ces dernières années, il y avait beaucoup de stigmatisation, surtout des femmes noires, etc., sur leur couleur de peau, sur leurs cheveux, sur plein de choses. Et maintenant, comme il y a beaucoup de suiveurs aussi, il y a beaucoup de gens qui aiment suivre, maintenant tout le monde aime truc. Je trouve que c'est quand même nécessaire. Je trouve que ça permet de faire évoluer les mentalités. Après, il faut pas que il faut que ce soit comment, un vrai... faut pas que ce soit juste pour Instagram, quoi. Il faut que ce soit qu'il y ait une connexion culturelle, qu'il y ait une connexion de l'amour normalement aussi. Hein. Il faut pas que ce soit aussi qu'un combat, parce que si on fait de tout un combat aussi, c'est un problème. Donc voilà pour ma part. D'accord, merci beaucoup pour ton intervention. J'ai vu que Inès aussi a levé la main. Ouais. C'est bien parce que dans le chat, il y a quelqu'un qui dit se marier à une personne non noire, c'est aussi un certain message politique, non? Et en fait, c'est un peu ce que j'allais dire, sauf que j'allais dire l'inverse. Dans le sens où je comprends pas pourquoi on a politisé. Enfin, non, dans le contexte dans lequel le Black Love est né, donc aux États-Unis, etc., en plein mouvement des droits civiques, je peux comprendre, mais nous, ayant pour la plupart, je pense, des parents africains, etc., je ne sais pas pourquoi on a politisé ce débat en mode c'est un statement maintenant d'être pro-Black Love. Enfin, je veux dire, nos parents, ils se mariaient naturellement entre noirs et personne n'a jamais dit waouh, félicitations, vos parents sont des ambassadeurs du Black Love. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que même on en parle, mais puisqu'on en parle, bah, ok. Et ensuite, je trouve qu'on ne devrait même pas le qualifier de Black Love. Enfin, je veux dire, je suis noire, je vais me mettre avec un noir, je vais me marier et j'aurai des enfants noirs, c'est juste du love. Si je me mets maintenant avec quelqu'un qui n'est pas noir, alors on appellera ça du non-Black Love. Mais pour moi, le Black Love, c'est juste du love, en fait. On ne devrait même pas mettre cet adjectif devant parce que c'est juste naturel. Enfin, je veux dire, un blanc qui va se marier avec une blanche et qui auront des enfants blancs, personne ne politise ça. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on est encore au stade où on a des débats pour savoir promouvoir le Black Love ou pas. Est-ce que, oui, on peut être pro-black, pro-noir et ne pas être avec un noir, c'est aussi possible. Enfin, je pense qu'on doit dépasser... je pense qu'on doit dépasser ce débat-là qui doit plus. Je trouve qu'il devrait plus avoir lieu, quoi. Je sais pas.
Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Valentina qui a voulu prendre la parole aussi. Donc, moi, ce que je voulais rappeler, déjà, je voulais rebondir sur ce que Drusilla avait dit par rapport au Black Love, mais aussi le colorisme et tout ce que ça pourrait englober. Donc ça, je suis d'accord avec elle, donc il faudrait qu'on fasse attention. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, Inès, je pense que, en fait, le problème qui se pose, c'est que déjà, les Noirs et les Blancs, on n'a clairement pas la même histoire. Donc, les Blancs, enfin, ils ont été les oppresseurs, enfin, les Occidentaux, du coup, ils ont été oppresseurs. Et nous, on se retrouve oppressés. Donc, à mon avis, c'est une manière aussi de nous... de revendiquer nos droits et de dire que voilà, Black Love, c'est bien, genre c'est beau et tout. Maintenant, le truc étant, c'est qu'il faut pas... Faut faire attention avec, par exemple, oui, Black Love pour terminer le racisme, oui, métissage pour terminer le racisme, parce que c'est clairement pas ça qui va arriver à la fin de tout ce système dans lequel on vit. Donc déjà ça, et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Ah oui, donc pour moi, c'est pas contradictoire d'être avec une personne non noire et de promouvoir le Black Love. Ce que je dirais en fait, c'est que si maintenant on est avec une personne non noire, il faudrait être avec quelqu'un qui respecte nos combats et qui respecte aussi les basic human rights, comme on dit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font leur vie avec des personnes non noires, mais qui au final sont quand même racistes. Donc ça existe quand même. Mais je pense que c'est pas du tout contradictoire d'être avec une personne non noire et de promouvoir le Black Love. Ton micro, Gloria. Pardon, voilà. Du coup, je disais merci Valentina et j'ai vu que Sarah aussi a levé sa main. Oui, en fait, je suis d'accord avec ce qu'a dit Valentina. Pour moi, le Black Love, c'est une question de militantisme, comme Curtis l'a expliqué plus en détail. Je pense que dans certains contextes, c'est effectivement le fait, pour donner des extrêmes, hein, le fait qu'un un noir militant épouse ou en tout cas sorte avec une blanche peut paraître un peu traître a pu en tout cas à certains moments de l'histoire être considéré comme tel. Maintenant, je pense que c'est pas tellement ça qui est déterminant. Et moi, je pense que ce qui est sûr et certain, c'est que peu importe les origines de la personne avec qui on choisit de mener sa barque, faut s'assurer que la personne comprenne nos valeurs et nos combats, parce que avoir la peau noire n'est pas gage de compréhension de ce que c'est le racisme, de compréhension de ce que c'est la lutte décoloniale, de compréhension, de connaissance de son histoire. Voilà, je pense que ça va bien plus loin que ça, et il y a d'autres combats qu'on peut mener, comme le féminisme. Je n'imaginerais en tout cas pas mariée avec un gars qui représente le sexisme à part entière. Enfin, je pense que c'est plus une question liée aux valeurs partagées et aux principes plutôt qu'aux origines. Et je trouve en fait, et ça je tenais à le dire, je trouve que c'est dommage. C'est dommage d'en arriver à se poser ce genre de questions. Je pense que c'est se mettre beaucoup, beaucoup trop de pression. Et je pense que la société nous met déjà suffisamment de pression parce qu'on veut réussir, ou en tout cas poser des actes qui sont synonymes de réussite. On veut se distinguer, on ne veut pas non plus agir de façon à amplifier les stéréotypes et les préjugés qui pèsent sur notre communauté. Typiquement, on ne veut pas faire la honte aux Noirs. Et puis, il y a aussi ça maintenant qui s'ajoute. On doit choisir la personne en fonction de ses origines. Il faut qu'elle corresponde. Je trouve que c'est une pression supplémentaire. Et allez, à mon sens, c'est malsain. C'est même malsain.
Du coup, j'ai bien aimé ce que disait Inès sur le fait que nos parents ne se posaient peut-être pas ces questions-là et qu'en même temps, peut-être qu'ils viennent d'une génération où ça coulait, il y avait moins le choix. Encore qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on a le choix, mais, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais dans une école où jamais je n'aurais espéré qu'un blanc me regarde. Ni les noirs d'ailleurs, hein, parce qu'à mon époque, les noirs, hein, on n'était pas encore à la mode, donc nos frères nous descendaient. Donc, voilà. Oui, non, je pense que c'est vraiment se mettre une pression de dingue, mais justement, par rapport à ce que je viens de dire, le fait que moi, je viens d'une génération, je ne sais pas du tout pour vous, on n'a pas autant d'années de différence, mais bon, je suis déjà dans la trentaine. Moi, je viens d'une génération où, quand moi, j'étais en secondaire, ce qui était à la mode, c'est ce qu'on appelait les tismés et les bébés cartos. Donc, Tismé représente ceci, bébé carton. Donc, en fait, en gros, si tu avais un peu de semblant, c'était bien, quoi. Et voilà, je viens d'une génération qui assumait tous les jours, et je vous parle de 2010, quand j'étais déjà à l'UNIF, des potes à moi, noirs, qui me disaient dans la gueule, ouais, Sarah, ouais, mais t'es pas une noire comme les autres. Enfin, je veux dire, t'as pas des gros traits, toi, t'as les cheveux un peu lisses et tout, t'es un peu caramel et tout, t'es là, genre, je sais pas comment je dois le prendre, mais moi qui ai toujours été fan de mélanine, vraiment, beaucoup de mélanine, eh ben, je me disais, merde, quoi. Parce que je ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais tu es en train de dire que ce que moi je considère comme beau est en fait ce que toi tu considères comme moche, et en fait tu es en train de me dénigrer ma famille, mes sœurs, mes cousines, mes amis, etc. Mais on assumait ça tous les jours. On a assumé ça tous les jours, primaire. Les blancs se foutaient de notre gueule, eh ben, les noirs se foutaient de notre gueule aussi. Donc, je sais pas. Maintenant, je vois que voilà, c'est bien, être noir, c'est mieux vu. Les garçons noirs se détournent un peu moins, en tout cas, je crois, hein, des femmes noires. On n'avait pas ça. Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais moi, encore à l'UNIF, je me rappelle, les seuls gars que j'ai rencontrés qui s'intéressaient à la femme noire et qui disaient haut et fort qu'elle était belle, on se foutait de leur gueule, et c'était des gars... il y en a un, il était président du Binabi, il venait de Lubumbashi, un autre venait du Rwanda, c'est mon mari aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire, c'était pas tout le monde, c'était pas du tout le monde. Et quelle pression, mon Dieu! Quelle pression! Donc, s'il vous plaît, quoi, ne vous mettez pas ce genre de pression en plus. C'est vraiment... Non, vraiment. Et ne vous sentez pas jugé parce que vous avez envie de sortir avec quelqu'un d'une autre origine que vous, quoi. C'est vraiment un message que je veux vraiment faire passer, quoi. Allez, quoi. Moi, je suis congolaise, je suis mariée avec un Rwandais, ça a été dur, mais vous ne devez pas vivre cette pression, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est à la mode, on peut avoir un afro, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'était passionnant. Alors, dans le chat, il y a plusieurs personnes aussi qui ont répondu à ce que tu viens de dire et qui ont dit qu'elles ont connu ça aussi. Et une personne, c'est Cynthia, qui a dit que c'est encore d'actualité, du moins dans son quotidien. Et Inès qui a répondu aussi, tu passes encore pour une blague, quelle vie. Curtis, ta main est levée, tu veux parler? Non, j'ai oublié de la baisser. Pas de souci. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. On va passer à la partie suivante. Donc maintenant, vous allez nous dire quels étaient vos chapitres ou passages préférés. Donc c'est comme les questions, vous levez la main et vous allumez votre micro. Peut-être Sarah, tu peux commencer? Tu pourras nous dire quel était ton chapitre ou passage préféré, s'il te plaît. J'ai Excusez-moi, j'avais pas mis mon micro. Pas de souci. Justement, moi, j'ai trouvé le livre super bien à plusieurs endroits. Maintenant, il y a eu tout ce dont on a parlé sur la représentation qui me paraissait vraiment très important. Et ça a été vraiment mon chapitre préféré, ma partie préférée, qui pour moi a le plus parlé parce que, comme je viens de vous le dire maintenant, c'est quelque chose que j'aurais voulu entendre. C'est
c'est un questionnement que j'ai eu pendant longtemps. Et je pense que, quoi qu'on en dise, la représentation de la femme noire n'est pas suffisante, n'est pas à la hauteur. Maintenant, pourquoi, je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose qui bloque et je trouve que les mots ont été très justes, les mots de l'auteur ont été très justes. Donc, voilà. Ton micro, je ne sais pas si quelqu'un... Mon micro, pardon, oui. Je disais, Arilson, tu peux allumer ton micro. Ouais, moi, je pense que les passages préférés, c'est plus concernant la représentation aussi, je dirais. Mais sinon, des passages que je n'ai pas trouvés et que je cherchais, bon, parce que bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas, les 10 dernières pages, j'ai pas terminé parce que je l'ai lu aujourd'hui, désolé. Mais en soi, en fait, je cherchais absolument un passage sur justement le reproche du communautarisme, ce qu'on nous reproche souvent d'être communautariste, et je trouve que c'est une reproche à ne pas faire parce que on ne, on ne reproche pas aux Blancs d'être communautaristes. Bon, après, je peux comprendre, ils sont en majorité, mais dans le sens où on nous laisse pas l'espace. Donc, on va être par exemple, tu vas être tu vas chercher du travail, on va pas te laisser. Et c'est un peu du communautarisme aussi, dans le sens où vous n'acceptez que ceux qui vous ressemblent. Et je ne comprends pas comment on peut nous reprocher d'être communautariste. Et c'est cette question que je me suis toujours posée. Je voulais en savoir plus. Et peut-être qu'il me manquait ce passage. Donc, c'est plus pour dire que voilà, peut-être qu'il me manquait. Un peu ça. Après, peut-être que comme je n'ai pas vu les dernières pages, parce que les dernières pages, c'était des questions plus centrées sur l'afroféminisme, si je me souviens bien. Et du coup, voilà, j'ai pas lu ces parties-là, mais je sais pas si avant il parlait de ça, mais en tout cas, c'est ce qui me manquait. Et qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ça, de cette reproche, s'il y a quelqu'un qui sait me répondre. Inès? Moi, je suis d'accord avec Arilson. Pour moi, reprocher à une communauté d'être communautariste, ça n'a pas trop de sens, à part si tu veux vraiment l'empêcher de prospérer, en fait. C'est être contre-succès, en fait. Pour moi, c'est ça. De reprocher à... je vois pas, en fait, quelle communauté dans le monde n'est pas communautariste. Donc, je trouve que c'est même pas un reproche. Et donc, quand j'entends ça, en fait, on va dire que ça me passe dessus. Avant, ça m'énervait, mais maintenant, je me dis... ça sert même à rien de s'arrêter là-dessus, mais c'est vraiment... Ouais, pour moi, c'est pas un reproche et c'est pas négatif d'être communautariste, au contraire. Et voilà, c'est juste ça. D'accord, merci beaucoup. Sarah a levé sa main. Je ne sais pas si c'est une erreur. Non, juste un Okay. petit conseil. Quand on vous reproche d'être communautariste, peut-être ce serait bien de rappeler que la Belgique a constitutionnalisé le communautarisme et qu'en Belgique, dans la Constitution, il existe tout de même 3 communautés germanophones, francophones et néerlandophones. Et elles ont chacune leur parlement et leur gouvernement. C'est quand même intéressant qu'après, on empêche les gens de se réunir quand ils se ressemblent, alors que dans ce pays, ça a été légalisé pour certains. Hello, racisme. C'est très, très juste. Vraiment. Très juste, très juste. Curtis? J'allais le dire en fait avec Sarah, parce que je reprends un peu ce que Sarah a dit. Donc, la Belgique, je pense qu'on l'a vu, donc c'est le pays entre guillemets le plus communautaire, je pense, du monde par rapport à ça, après les États-Unis. Donc voilà, on voit bien les Flamands, les francophones et les germanophones, et ce qui se passe à Bruxelles, pardon. Donc je vais reprendre un peu donc, la question, quels sont nos passages préférés, chapitres. Je pense pour moi, c'est dans le chapitre Negus Fragilium, s'organiser à l'ère de l'hégémonie néolibérale, parce que justement, pourquoi j'ai très bien aimé, c'est politique, bon voilà, tout le monde n'aime pas la politique, mais voilà.
Et justement, elle met en place justement pas que le capitalisme qui serait contraire à nos combats, mais aussi l'ère néolibérale. Donc, l'ère néolibérale, c'est-à-dire, voilà, on a commencé à dire, en tout cas, c'est surtout avec Thatcher et Reagan, ça a commencé, où il y avait vraiment cette pensée de, voilà, tout est possible. Et ça a été implanté par les États, parce qu'elle le dit bien que ce ne sont pas que les milices privées, parce que les États n'ont jamais été aussi puissants, et ce qui fait que justement on serait contre le communautarisme. Et donc, c'est pour cela que, entre guillemets, un communautarisme, en tout cas, je parlais de la France principalement, est quasiment impossible parce que l'État n'a jamais été aussi puissant. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne souhaiterait intervenir? Valentina, peut-être? Oui, j'aimerais bien dire quelque chose. Donc, par rapport en fait au passage préféré, j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment un petit passage où elle parle du colorisme en fait. Donc, elle dit, une fois finalement que la mélanine sera diluée, les cheveux seront plus curly. Donc, l'acceptation en fait pour des personnes plus claires qui sont plus représentées du coup, donc les cheveux curly, les métis en général, light skin du coup. Donc ce passage-là m'avait beaucoup plu. Et aussi la fin du livre, donc les 10 dernières pages un peu consacrées aux questions qu'on lui avait posées, c'était vraiment intéressant parce qu'elle aborde certains sujets qui ne figurent pas forcément dans le texte lui-même. Elle va parler par exemple du N-word, donc par rapport aux questions qu'on lui a posées. Elle va parler du féminisme, donc pas juste en tant que femme noire, enfin, je veux dire le féminisme comme on l'entend, plein de trucs comme ça, et je trouve que c'était vraiment intéressant d'aborder des questions pareilles, et surtout que c'est un ouvrage assez court, donc même pour les personnes qui ont un peu du mal avec la lecture, ça se lit vraiment rapidement, en 2 heures, c'est bouclé, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, merci Valentina. J'ai vu aussi que Inès a levé sa main. Oui, c'était pour donc mon passage préféré. Enfin, j'en avais plusieurs, mais j'ai bien aimé quand elle a parlé du métissage. Je pense que c'est vers la page 60, quelque chose comme ça. Et elle parle du fait que les gens considéraient du coup le métissage comme une espèce de solution au racisme. Et elle dit, comme si... j'ai plus le truc sous les yeux et j'ai un peu la flemme de chercher. Mais elle disait un truc du style comme si le racisme était un problème qu'il incombait aux Noirs de solutionner, et en plus en ne se reproduisant pas entre eux. Un truc du style. Et j'ai trouvé ça vrai parce que pourtant c'est une position qui est difficile à défendre en public. Par exemple, moi j'ai déjà dit une fois que voilà, je trouve pas que le métissage soit une solution à quoi que ce soit. Enfin, ça peut arriver, je suis pas contre, mais c'est une solution à rien, quoi. Et on m'a regardé comme une alien en mode ah, elle est contre le métissage, alors que j'ai pas dit ça. Mais juste que je trouvais ça bien de voir ça dans le livre. Ça m'a rassurée. Je me suis dit, je suis pas la seule, parce qu'en fait, non, c'est pas à nous qu'il incombe de solutionner les pensées racistes des gens, et c'est pas en ne se regroupant pas et en se reproduisant pas entre nous que ça va solutionner un quelconque racisme. Donc, moi, j'ai bien aimé ce message. Merci beaucoup. Harrison? Ouais, d'ailleurs, ce passage, il m'a fait penser à... Enfin, elle fait référence à un moment à Absatoussi, son mari, mais moi, j'y pensais aussi à Pogba, et qui, pendant Voilà. manifestations, les manifestations pour George Floyd, a posté une photo de sa main et de sa femme blanche liée pour combattre le racisme, et il s'est fait manger pour ça. Mais ouais, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est des bêtises comme ça qui deviennent fatigants, et je suis quand même content que maintenant, enfin, les gens se rendent compte un peu de la bêtise de ce genre de réaction au racisme, en fait. Et ouais, donc, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas une solution non plus, en fait. C'est ça, en fait. C'est juste, c'est de l'amour et c'est tout, quoi.
Donc, il ne faut pas politiser ça non plus aussi. Merci beaucoup. Et si je peux compléter aussi, je suis totalement d'accord qu'on ne doit pas être... Enfin, je veux dire que le métissage, ce n'est pas la solution contre le racisme, que c'est un couple, voilà, mais il ne faut pas le politiser en disant, ah ben voilà, c'est fini le racisme, il sait, mais voilà quoi. Parce que du coup, ça masque vraiment les questions de fond et les vrais enjeux. Et du coup, on parle du métissage, mais on ne parle pas du reste en fait. Du coup, voilà. J'ai vu que Inès a sa main levée. Ah non. Est-ce qu'une autre personne souhaiterait intervenir? Non. Bon, moi, j'aurais bien aimé intervenir, mais juste bon, parce je vous ai pris beaucoup de temps avec mes questions, mais genre je me suis toujours posé la question aussi de l'assimilation et de l'universalisme. Donc, c'est-à-dire qu'en France, j'ai remarqué qu'il y avait un gros souci avec l'assimilation et l'universalisme. C'est-à-dire que l'assimilation, de ce que je comprends, hein, parce que j'essaie de comprendre un peu la laïcité à la française, mais c'est genre en gros, c'est de s'adapter à la culture et de mettre un peu de côté, là je dis avec mes mots, hein, de mettre un peu de côté sa culture et de s'adapter comment, à la culture nationale, donc la culture française. Et l'universalisme, c'est du coup c'est un peu la même chose, quoi, de faire allez, de pas être communautaire en fait. Enfin, je sais pas si je suis correct. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur ces questions parce que je me suis... C'était dans quelle partie? Non, c'était pas dans le livre. C'était juste ok. pour m'éclairer. Je sais pas si Sarah peut m'éclaircir ou quelqu'un d'autre qui s'y connaît un peu. En fait, tu peux répéter, s'il te plaît? Parce que je n'ai pas tout à fait compris. Ouais. En fait, je me posais la question de ce qu'était l'universalisme. Enfin, non, pas l'universalisme, mais plutôt comment on appelle ça, l'assimilation et l'universalisme à la française. Donc, c'est-à-dire que les Français, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils vont toujours mettre en avant l'assimilation et l'universalisme, que ce soit dans l'intégration, au niveau de l'intégration des musulmans, des Noirs, etc. Donc, ils vont toujours dire, oui, on n'est pas un pays communautaire, on n'est pas un pays, comment on dit, racialiste, mais voilà, il faut que les gens s'assimilent. Il faut être français, quoi. Ouais, voilà, il faut être français. Par rapport à ça, voilà. être français, républicain, ils disent beaucoup aussi. Ouais, républicain, contrairement aux Américains qui sont multiculturalistes, en fait. Donc, c'est vraiment le contraire. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, en fait? Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre de côté ta culture d'origine? Enfin, c'est ça que je me suis toujours demandé. Ouais, j'ai vu que Drusilla a levé la main. Oui, mais en fait, Gloria, tu as bien dit, genre, en fait, en France, leur principe, c'est vraiment la République avant tout, quoi. Donc, pour eux, avant d'être noir, avant d'être musulman, tu es français. Et du coup, dès que tu sors de ce schéma-là, tu es une menace pour la nation, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'ils ont vraiment des sérieux soucis avec ça et qu'il y a 3000 débats sur l'identité française à la télé. Genre, pour nous, en Belgique, c'est pas aucun sens, mais pour eux, c'est vraiment genre la France, le drapeau, Marianne. Pour eux, c'est vraiment... C'est vraiment ça, en fait. Du coup, pour eux, ça n'a pas de sens, tu vois. Genre, si tu es musulman, tu es un musulman à la française. Tu n'es pas un musulman, tu vois, c'est un musulman français. Il faut que tout soit en rapport avec la France. Et si tu n'es pas en rapport avec la France, c'est que genre... ils demandent aux gens de choisir entre la France et tout ce qui les différencie de la France, quoi. C'est ça. C'est ça que ça a toujours été quand je regarde les débats en France, je me dis, mais ils sont malades. Enfin, comment tu peux me dire de choisir ça n'a pas de sens. Mais c'est pour ça que t'as des gens comme Éric Zemmour, c'est des Algériens, ils sont en mode, ouais, la France, c'est parce que dans leur tête, c'est comme ça. Pour eux, c'est la France avant tout, alors que non, tu peux être français, tout en ayant des origines, mais c'est dans la politique française, c'est pas possible. Pour eux, c'est Marianne ou tu dégages. C'est la culture française, en fait. C'est vraiment ancré dans la culture, je pense. Et c'est très différent de la Belgique aussi par rapport à ça. Et si je peux compléter aussi, c'est que, par exemple, en France, du coup, ils veulent vraiment masquer toute origine, toute culture différente, ou même la religion.
Mais par contre, dès qu'il y a une personne qui fait un pas de travers ou qu'il y a une personne qui a fait une erreur ou quoi, qui a un crime ou quoi, n'importe quoi, alors là, on va dire français d'origine, enfin, vous voyez, et du coup, directement, là, c'est effacé, parce que la personne a fait une erreur, mais sinon, en temps normal, ils veulent dire français. Mais, Exactement. et du coup, Exactement. après, si la personne fait un pas de travers, ou même juste, je sais pas, même pour le voile, par exemple, tout simplement, ils vont directement attacher cette personne à un autre pays, et là, du coup, la personne est plus française, en fait. Et, Un grand merci à Sarah Kawed d'avoir Grand été merci ici. d'être venu. Un grand merci. ben, Ça. Curtis, ta main est levée, tu voulais Ah oui, intervenir? je voulais compléter un peu ce que Harry disait, mais il faut comprendre, entre guillemets, je ne les défends pas du tout, mais historiquement, comme tu as dit, la France a toujours mis la République en avant. D'ailleurs, il y a une célèbre phrase en France qui vient de Emmanuel Seyès, je pense comment il s'appelle, c'est « On ne naît pas français, on le devient ». Parce que tu dois prouver que pour être français, tu dois montrer ton amour à la République. Ensuite, bon, c'est utopie, hein, c'est utopie sur le papier, on ne va pas se mentir, c'est excellent. Je dis bien sur le papier théoriquement, c'est-à-dire, voilà, les couleurs ne nous différencient pas, on est tous sous la même bannière, c'est le drapeau français, on doit se soutenir, mais bon, comme tu as dit, voilà, dès qu'une personne dit ce système ne fonctionne pas pour les populations les plus marginalisées, pardon, eh ben alors, ça dérange. Et ça crée des débats incroyables où tu entends, par exemple, le ministre de l'Intérieur qui dit « Je suis choqué de voir des cuisines communautaires dans un supermarché ». C'est tada, tu entends ça. Voilà. D'accord. J'ai vu dans le chat, il y a Sarah qui va partir. Je ne sais pas si une autre personne veut intervenir ou sinon, je ne sais pas si elle est partie, mais en tout cas, on peut la remercier d'avoir été présente. Je pense qu'elle est déjà partie. Du coup, ouais, mais sinon, on lui dira plus tard. Mais en tout cas, c'était vraiment avec grand plaisir. Et du coup, j'ai vu que Inès a levé sa main. Ouais, c'est pour réagir sur la situation française. Parce que ils sont ouais, dans une espèce d'assimilation, genre ouais, tout le monde est français et du coup, mais en fait, c'est hypocrite parce que on voit pas les couleurs. Après, ça les arrange bien quand des gens ont des revendications comme quoi, ah voilà, on vit du racisme, ils vont dire, ben non, c'est pas possible, t'es français. Et donc, ça les arrange bien quelque part de ne pas voir les couleurs, comme ça les épargne en fait de faire l'effort, de voir où est-ce que leur État est injuste et inégalitaire. Et donc, c'est totalement hypocrite. Tout le monde sait que Mamadou en question, ok, il a ses papiers français, mais je veux dire, il est malien, tu vois. Il n'y a pas à fermer les yeux dessus, mais eux, ils sont dans une démarche un peu universaliste, en mode, voilà, on est français avant tout, on est des humains avant tout. Et pour moi, c'est juste de l'hypocrisie qui leur convient, en fait, quand il s'agit de traiter les questions de discrimination, etc., et tout le reste. Merci. Et si je peux compléter aussi, c'est que vraiment, je pense que c'est très, très hypocrite parce qu'ils ont vraiment un rôle à jouer. On ne peut pas quand même dénier le rôle de la France. Ils ont quand même été un grand pays colonisateur. Enfin, la France, il n'y a pas que des Français types, quoi. C'est un pays où il y a une très grande diversité. Donc, vouloir masquer ça, c'est vraiment très mal, en fait, je trouve. Curtis, ta main levée? J'ai oublié de la baisser. Pas de souci. Pas de souci. Et du coup, ouais, le chat, non. Ah oui, Valentina a marqué, oui, c'est vraiment quand ça les arrange. Voilà. Mais je pense qu'on peut clôturer ce débat. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très, très passionnant. Je vais laisser Valentina clôturer. Merci à tous d'avoir participé. Bon, merci à Sarah, même si elle est partie un peu plus tôt. Mais merci pour votre présence et c'était vraiment intéressant. J'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses. Et voilà, voilà. Merci à beaucoup vous en deux. tout cas. Merci à vous deux, vous avez été super. Merci à Curtis aussi pour l'organisation de l'événement. Vous avez fait ça super bien. Et on se retrouve lundi prochain pour une autre conférence, encore en collaboration avec le cercle... et j'ai perdu le nom. Le cercle arabo-musulman.
arabo-européen, je pense que c'est devenu, Ok. avec le cercle arabo-européen, donc sur, oh mon Dieu, j'ai perdu le nom sur la colonisation de l'espace public. C'était bien ça, Curtis? Oui, c'était bien ça. On vous mettra de toute façon les informations sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez d'autres questions, je suis on très sera là fatigué pour de vous. cela. Merci, Voilà. merci, merci. Un grand merci. Et de toute façon, il y aura l'événement qui sera lancé bientôt et on vous donnera toutes les informations. Un grand merci, au revoir. Merci.